Salut à tous et bienvenue à cette première vidéo du chapitre 5, hydrogéologie. Dans cette vidéo, on va voir les eaux souterraines, les aquifères et les aquitares, les caractéristiques de l'aquifère, la perméabilité et la porosité. On va voir ces deux caractéristiques en résumé. On va les voir plus en détail un peu plus tard. Les aquifères et les nappes d'eau en domaine sédimentaire. On va voir les nappes d'eau souterraines, les nappes dites nappes captives et les nappes dites nappes libres. Les aquifères alluviaux, les aquifères en domaine du socle et puis les aquifères dans le domaine karstique. Dans ce chapitre, nous allons voir quelques notions simples, mais c'est des notions de base, de l'hydrogéologie. Alors, commençons par la définition. L'hydrogéologie, eau et géologie, est la science qui s'occupe d'étudier et de quantifier le flux des eaux souterraines à travers les formations géologiques poreuses, peu profondes, généralement moins de 1 km sous la surface. Donc, c'est la science de la Terre qui s'occupe d'étudier les eaux souterraines. Son domaine d'étude repose sur deux sciences principales, la géologie et l'hydrologie. Mais c'est une science qui est interdisciplinaire, qui fait intervenir beaucoup d'autres disciplines, comme la géophysique, surtout pour la prospection des eaux souterraines, la géochimie qui intervient dans de nombreux niveaux de l'eau, notamment la qualité de l'eau. Donc, nous avons l'hydrologie, la géostatistique et la géoinformatique pour les modélisations hydrologiques. Alors, les aquifères, du grec aqua, ça veut dire eau, et ferré, ça veut dire transporter, sont des formations géologiques de roches et de sédiments qui stockent des eaux souterraines dans les vides qu'elles contiennent. Alors, ces vides peuvent être des espaces intergranulaires, des joints de stratification, des fissures, des cavités ou bien des galeries de dissolution. Donc, le plus simple, c'est lorsqu'on a, par exemple, ici deux formations géologiques, une couche argileuse et une couche sableuse. Alors, dans la couche sableuse, il y a des grains à 2 mm. Entre ces grains, nous avons des pores. Et que donc c'est une formation perméable, alors que les argiles, constituées par des particules très fines, dont les pores sont tellement fins que l'eau ne pénètre pas. L'eau est une couche qui est imperméable. Alors quand il y a des précipitations qui tombent sur la surface de la formation sableuse, l'eau va s'infiltrer en profondeur jusqu'à la couche argileuse qui va arrêter l'eau et l'eau va s'accumuler sur cette couche argileuse. Donc il faut constituer un réservoir d'eau. Les aquifères sont donc de vastes réservoirs naturels de stockage des eaux souterraines. Les eaux souterraines contenues dans les aquifères constituent plus de 95% des eaux douces disponibles sur la surface de la Terre. Ça, c'est les aquifères. Alors, qu'est-ce que c'est que les aquitares? Les aquitares, ou bien des couches encaissantes, sont constituées de matériaux peu perméables, notamment d'argile ou de schiste argileux qui opposent une résistance au passage de l'eau. Donc, les couches imperméables constituent ce qu'on appelle les aquitares. Alors, plus profondément dans ce schéma, on peut avoir une configuration de couches de ce genre-là, dans lesquelles on a une couche imperméable, puis une couche, les calcaires, ce sont des formations dans lesquelles on peut avoir beaucoup de vide, donc ce sont des formations perméables qui peuvent contenir de l'eau, mais les mares sont des formations imperméables. Alors, les calcaires, s'ils affleurent en surface, ils peuvent contenir de l'eau. De l'eau peut s'infiltrer et remplir cette couche. Donc, c'est une couche qui est piégée entre deux couches imperméables. Les caractéristiques de l'aquifère. Alors, un aquifère possède deux caractéristiques essentielles qui font que la nappe existe et elle est exploitable. 1. La porosité. 2. La perméabilité. Alors, la porosité, c'est la quantité d'eau que contient un volume d'aquifère donné lorsqu'il est saturé. La capacité de stockage de l'aquifère, qui a bien une fonction d'accumulation, dépend du type de roche que représente l'aquifère et du volume de l'aquifère. Alors, l'aquifère possède donc une deuxième caractéristique, c'est la perméabilité. On parle d'une roche perméable lorsque celle-ci laisse circuler l'eau entre ses pores et ses fissures et que ces pores et ses fissures doivent communiquer entre eux. Et la perméabilité se mesure par le débit de l'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau qui passe par unité de temps, en litres par heure, obtenue à travers une surface d'1 mètre carré de nappe, avec une circulation verticale du liquide. Donc la perméabilité, c'est lorsque l'eau va pouvoir, sous l'effet de la gravité, filtrer à travers cette formation géologique, et la quantité d'eau que traverse 1 mètre carré pendant une durée de temps, c'est la perméabilité. Selon la nature géologique des terrains, on distingue différents types d'aquifères.
Donc, dans ce schéma, nous avons un certain nombre de formations géologiques qui jouent le rôle d'aquifère dans lequel l'eau peut être stockée. Donc, ici, nous avons des aquifères libres en domaine sédimentaire. Donc, nous avons ici une série de couches sédimentaires dont certains sont perméables, d'autres sont imperméables. Donc, par exemple, ici, c'est une formation géologique dans laquelle l'eau peut s'infiltrer puisque c'est une formation qui est perméable. Là, c'est une formation superficielle de cours d'eau, c'est-à-dire une nappe alluviale, c'est des terrasses fluviatiles, ou bien dans lesquelles il y a généralement des éléments sous forme de grains, de gravier, de fragments de roche, donc ils sont perméables. Ici, nous avons une surface imperméable, c'est une couche sédimentaire imperméable. Et ici, nous avons un socle, qui est un socle généralement formé par une couche compacte. Donc ici, dans cette couche-là, nous avons un aquifère qui est captif, et en nappe captive, c'est-à-dire que l'eau peut s'infiltrer en profondeur, mais au-dessus, il y a une couche qui est imperméable. Donc, il se trouve sous pression par le poids de l'eau des zones supérieures. Alors, nous avons ici tout à fait au sommet un aquifère en dépôt glaciaire. Donc là, c'est des dépôts de moraines glaciaires. Donc, c'est généralement des formations qui sont constituées par des éléments détritiques de différentes tailles. Donc, ils sont perméables. Donc, on peut avoir de l'eau dedans. Ici, nous avons une formation calcaire. Or, les formations calcaires, ils subissent des dissolutions de type karstique. Donc, ça nous permet aussi d'avoir de l'eau à l'intérieur, donc c'est un aquifère aussi. Et tout ça, c'est du socle sous les formations sédimentaires, dans lesquelles ce sont des roches compactes, mais la fissuration qui les affecte et l'altération qui les affecte fait que ce manteau d'altération et ces fissures-là vont être traversés par l'eau. Donc, ils vont constituer aussi un aquifère. Alors, examinons ces différents aquifères et les nappes qu'elles contiennent. D'abord, les domaines sédimentaires. Alors, les aquifères. Il s'agit de formations de roches sédimentaires poreuses ou fracturées, sable, grès, calcaire. Les aquifères peuvent contenir des nappes libres ou captives, selon qu'elles sont recouvertes ou non par une couche imperméable. Dans un aquifère à nappe captive, une couche imperméable confine l'eau en dessous. L'eau est alors sous pression. L'aquifère à nappe libre est une formation géologique où la surface supérieure de l'eau fluctue et libre, sans contrainte. Donc, dans ce schéma, nous avons une série de couches sédimentaires sur un socle. Certaines d'entre elles sont imperméables et d'autres sont perméables. Donc, nous avons une succession d'argilite, de sable, de marne et puis encore du sable. Alors, ces couches sédimentaires peuvent jouer un rôle d'aquifère ou d'aquitard. Alors maintenant, regardons les nappes qu'elles peuvent contenir. Une nappe d'eau souterraine est définie comme l'ensemble des eaux comprises dans la zone saturée d'un aquifère, dont toutes les parties sont en liaison hydraulique. Donc c'est une masse d'eau qui s'infiltre en les vides d'une formation géologique, et cette masse d'eau est en liaison, toutes ces parties sont en liaison. Donc ça, c'est une nappe d'eau souterraine. Alors dans ce type d'environnement sédimentaire, on distingue deux types de nappes. Une nappe captive, une masse d'eau souterraine sous pression entre deux couches imperméables, ou bien une nappe libre, une masse d'eau souterraine avec une surface supérieure libre qui fluctue sans contrainte. Alors voyons le premier cas. Les nappes dites captives sont des nappes profondes, plusieurs centaines de mètres, qui ne sont pas en contact avec l'air. Le terme captif signifie que l'aquifère est recouvert d'une couche géologique imperméable. Donc, dans le schéma, nous avons une couche qui peut contenir une nappe de ce genre-là. Cette couche-là qui se trouve entre deux couches imperméables et qui possède des surfaces à l'affleurement à ce niveau-là. À partir de ces surfaces, l'eau peut s'infiltrer. Donc, lorsqu'il y a des précipitations, l'eau peut s'infiltrer à partir de ces surfaces et remplir la couche, ou bien saturer la couche. Les eaux des parties supérieures de cette nappe captive, ils exercent leur poids sur les eaux de la partie inférieure, si bien que ces eaux ici sont sous pression. Alors, sous pression, ça veut dire que le niveau matérialisé par le toit de la nappe n'est pas le niveau réel. Le niveau réel, il peut être beaucoup plus haut. C'est un niveau virtuel qui se passe à ce niveau-là.
On le sait parce que si on creuse un puits ici, on a le puits qui se remplit par de l'eau jusqu'au niveau virtuel. Et si on le creuse dans les endroits où le niveau de la nappe est supérieur même à la surface topographique, dans ce cas, l'eau va jaillir dans l'air, l'eau va être éjectée dans l'air. On parle de puits artésien. Alors, les nappes souterraines sont des nappes qui sont donc rechargées ou bien qui sont alimentées en bordure de l'aquifère à partir des zones d'affleurement par des voies de communication souterraines. Les eaux sont sous pression, donc, car la nappe remplit complètement l'aquifère. Il n'est pas sous pression que dans ces endroits où il y a la recharge de la nappe. Alors, les nappes libres ou les nappes à surface libre, en équilibre avec deux pressions avec l'atmosphère. Ce sont au contraire du premier cas des nappes où la surface de l'eau est en contact avec l'air situé dans un sol qui contient de l'air donc dans les espaces interstitiels, dit aussi sol non saturé. Alors la formation ici qui peut contenir ce type d'eau, c'est ces sables-là qui sont en contact direct avec la surface topographique. Lorsque les précipitations vont tomber, l'eau va s'infiltrer et va rejoindre la couche imperméable supérieure, la couche imperméable qui va jouer le rôle de récipient. Donc de l'eau va remplir cette partie inférieure de cette couche-là. Nous avons donc deux parties dans cette couche-là, une partie où il n'est pas saturé, il n'y a pas d'eau dedans, mais une partie dans laquelle l'eau remplit tous les pores, donc la partie là est saturée en eau. Et la surface est libre et elle fluctue librement. Donc, si on creuse une puits dans cette nappe libre, on a de l'eau jusqu'au niveau de la surface de la nappe. Alors, la surface de la nappe s'élève ou s'abaisse donc librement sous l'effet de la gravité et de l'alimentation en eau, bien sûr. La nappe est alimentée par l'eau de pluie sur toute la surface de l'aquifère. Toute la surface de l'aquifère est une surface perméable dans laquelle l'eau peut s'infiltrer jusqu'à alimenter la nappe. Les aquifères alluviaux, c'est un aquifère de type sédimentaire aussi, mais là ce sont des formations superficielles, donc ce sont des formations fluviatiles. Et dans la formation fluviatile, on a toujours une nappe alluviale qui est libre, qui est dans la surface est libre. La nappe alluviale est le lieu privilégié des échanges avec le cours d'eau. Ce type de nappe peut être alimenté par les crues, lorsqu'on a des crues alimentées, ou bien elle restitue à l'inverse de l'eau dans le cours d'eau en période de sécheresse. Les aquifères ont un domaine de socle. Donc le socle correspond aux roches cristallines ou cristallophiliennes, roches métamorphiques ou magmatiques. Alors ces roches sont généralement des roches compactes. Bon, à part la pierre ponce et les cendres volcaniques, ces roches cristallines ou cristallophiliennes sont généralement compactes. L'eau va pouvoir circuler surtout dans le manteau d'altération de ces roches et dans les fissures et les fractures de la roche. Il s'agit donc généralement de petits systèmes discontinus. Donc nous avons l'altérite, les horizons fissurés ou bien la roche en voie de désagrégation mécanique. Et puis nous avons la roche saine avec les fractures anciennes. Donc là, on va retrouver de l'eau dans les fractures et les fissures et aussi dans le manteau d'altération. Nous avons ici le niveau de la nappe que peut contenir ce manteau d'altération. Les aquifères karstiques. Les aquifères karstiques se rencontrent dans les formations qui ont un comportement karstique. Les eaux, en dissolvant le calcaire à la faveur des fissures préexistantes, constituent des vides dans lesquels l'eau peut s'écouler. Les vides peuvent atteindre de grandes dimensions. On parle de gouffres ou de cavernes lorsque les dimensions sont plusieurs dizaines voire centaines de mètres. Chez moi, nous avons une formation calcaire dans laquelle nous avons des dissolutions, des cavités et des gouffres qui se créent par dissolution et dans lesquelles l'eau va percoler à travers les fissures et arriver dans ces cavités où il peut couler sous forme de rivières souterraines et ressortir au niveau des sources ou bien des exutoires de type d'écoulement. Dans ces conduits, les eaux peuvent cheminer rapidement et constituer des rivières souterraines. Au point de sortie, les sources présentent des débits souvent variables dans le temps. La prochaine vidéo, nous verrons les caractéristiques hydrodynamiques du réservoir. Merci.